Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Toutes nos actions ont une origine, leur motivation. Pour les bouddhistes, la pratique de l'éthique est l'un des fondements de la vie spirituelle. C'est une pratique personnelle, comme un miroir basé sur des préceptes, un miroir pour observer ses propres actions, paroles et intentions. Ce n'est en aucun cas un outil pour juger les actions des autres. Pratiquer l'éthique permet de répondre aux questions que l'on peut se poser au sein de sa famille, de son métier, de sa sangha et plus profondément sur le sens que l'on donne à sa vie. Nous consacrerons 2 émissions à ce thème avec notre invité Emmanuel Olivier. Aujourd'hui, nous verrons comment et pourquoi enseigner l'éthique fait sens dans notre société contemporaine bouleversée dans ses repères moraux. Et puis la semaine prochaine, nous verrons plus précisément comment l'éthique nous met toujours en rapport avec l'autre, nous faisant prendre conscience de l'interdépendance entre les êtres. Emmanuel Olivier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bouddhiste engagé, vous avez suivi un temps la tradition Theravada puis la tradition Zen. Vous avez fondé l'association Terre d'éveil qui s'adresse à un public laïque engagé dans la vie et qui propose des retraites et des enseignements issus du canon Pali. Et puis vous enseignez dans le supérieur, notamment à l'université de Reims. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Emmanuel Olivier, comment dans votre parcours vous en êtes venu à enseigner l'éthique ? Alors dans mon parcours, c'est venu par des questionnements et d'un point de vue professionnel, puisque je travaille notamment dans la relation d'aide et dans le soin, et qu'aujourd'hui on a des actes à poser où parfois on n'a pas de réponse, et dans les pratiques professionnelles et dans le cadre légal, et qu'il faut pouvoir un peu cultiver cette réflexion, ce questionnement pour pouvoir apporter les bonnes pratiques et notamment des recommandations. Et dans un second temps aussi dans ma pratique spirituelle, où la pratique spirituelle, c'est aussi comment, dans la vie quotidienne de tous les jours, je la mets en pratique, et comment à un moment, il y a parfois des conflits de valeurs dans ce travail-là. Alors à qui enseignez-vous ? Ce sont des étudiants en sciences humaines, j'imagine, mais peut-être plus que ça ? Alors principalement effectivement des étudiants qui vont travailler dans la relation d'aide, la relation à l'autre, que ce soit des soignants, ça peut être notamment des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, ou alors des travailleurs sociaux, mais aujourd'hui aussi des personnes qui managent, qui ont des responsabilités dans des organisations, que ce soit le secteur associatif ou l'entreprise, puisque c'est aussi une question liée au sens du travail et au sens de sa vie aussi dans cette société sur Terre. Pourquoi, à votre avis, la société d'aujourd'hui a-t-elle besoin d'être, éduquée en matière d'éthique ? Alors pour moi, il y a plusieurs niveaux. Je vois bien que quand je suis devant des étudiants sur l'éthique, c'est aussi des questions de sens, des questions de qui je suis, quelle est ma place, d'où je viens. Et donc il y a cette question-là qui est là. Deuxièmement, il y a un besoin de reconnaissance aussi, c'est-à-dire que se créer, exister, c'est aussi se questionner, de pouvoir être relié à soi-même et à un environnement. Donc il y a effectivement ça. On est aussi dans une société beaucoup plus complexe, et aujourd'hui, on est acteur avec différentes identités, et que là, pour chaque identité, il y a aussi des valeurs, pour chaque identité, il y a aussi des questionnements. Et dans cette éthique, c'est aussi ce qu'on appelle l'éthique de l'incertitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans un monde incertain, issu de cette complexité, et qu'il faut pouvoir aussi y répondre. Il y a aussi aujourd'hui potentiellement une perte de repères, c'est-à-dire qu'on ne partage pas tous les mêmes valeurs, on est sur des valeurs beaucoup plus individuelles, et qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle le choc des valeurs, la tension qui monte, et qu'il faut aussi pouvoir le traiter. Est-ce que c'est aujourd'hui plus qu'autrefois, toutes ces questions sur le sens de la vie ? Est-ce que par exemple, les religions, avant, avaient ce rôle d'éducation en matière d'éthique et ont démissionné aujourd'hui ? Alors je pense qu'on est sur des questions qui ont toujours été présentes. Peut-être qu'on est sur des questions peut-être beaucoup plus techniques et beaucoup plus ancrées dans la vie quotidienne, sur des actes peut-être beaucoup plus petits et concrets. La deuxième chose, je pense qu'on a moins de repères, il y a moins de dogmes aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, quand j'interviens auprès des personnes, ce ne sont pas des personnes qui ont forcément une foi, qui ont une religion, qui ont un engagement dans un parti ou dans des idées ou dans un système qui leur permettrait de répondre à ces questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on navigue un peu entre différents systèmes et on est dans des valeurs un peu liquides. Et donc ça veut dire qu'il faut se construire sa propre éthique, sa propre manière aussi de réfléchir pour pouvoir répondre à ces questions. Puis il y a aussi l'évolution, j'imagine, technologique qui fait découvrir de nouvelles questions, et qui demande de nouvelles réponses. Tout à fait, il y a ça. Et puis je pense qu'il y a aussi
alors pas des modes, mais il y a aussi des tendances, c'est-à-dire que il y a eu la psychologie, la philosophie, aujourd'hui l'éthique est aussi une tendance actuelle de pouvoir répondre concrètement et se poser des questions sans forcément être associé à une dimension philosophique ou psychologique pour pouvoir y répondre. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enseigner l'éthique? Est-ce que vous pouvez nous définir ce mot? Alors, enseigner l'éthique, c'est déjà se poser la question, c'est quoi la transmission, c'est quoi la posture aussi de l'enseignant, puisque pour moi, je suis vraiment dans une éthique qui n'est pas une éthique d'éthicien, une éthique de philosophe, c'est vraiment une éthique incarnée qui doit être mise en contexte. Donc ça veut dire que pour moi, l'important, c'est d'abord de permettre à la personne qui est face à moi, aux étudiants qui sont face à moi, de pouvoir réfléchir par eux-mêmes. Donc ça veut dire aussi que pour pouvoir réfléchir sur des questions qui relèvent de l'éthique, parce que tout n'est pas éthique, il faut aussi pouvoir argumenter. Il y a aussi des méthodologies qui permettent de pouvoir répondre à ces questions, puisque pour pouvoir réfléchir à l'éthique, il faut aussi travailler sur les représentations qu'on a par rapport au sujet, sur ce qu'on nous a transmis en termes de culture, en termes de valeurs, sur les présupposés aussi, et de pouvoir argumenter en apportant de la matière. Et donc c'est une prise de conscience, c'est aussi un lâcher-prise, aussi sur voilà, ce qu'on croit savoir ou ce qu'on pense, et de pouvoir aussi partager. Donc c'est aussi l'éthique de la discussion, de pouvoir parler avec soi-même et parler avec l'autre. Alors vous parlez des grandes questions, justement. Quelles sont-elles ces questions? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets du questionnement des étudiants et de vos réponses? Alors, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, c'est vrai que quand j'ai des jeunes étudiants, notamment en licence ou en master, c'est vraiment des questions de quelle est ma place sur Terre, quelle est ma place en tant que jeune dans la société. Donc, c'est des questions qui sont aussi bien sur des questions de sens, des questions professionnelles, que des questions que je mettrais dans la dimension spirituelle, d'être lié à quelque chose de plus grand que soi, et des questions aussi politiques, qui sont aujourd'hui, est-ce que je suis un acteur de la société? Et tout ça est complètement interconnecté et mélangé. Ce n'est pas, par exemple, la distinction entre le bien et le mal. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, cette question, effectivement, qu'on associe un peu plus à la morale, qu'est-ce qui est bien et mal, est extrêmement présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement avoir un repère au niveau de valeurs, parce que les valeurs, en même temps, tout le monde peut dire on est fraternel, on est solidaire, et qu'en même temps, derrière, concrètement, si on ne le décline pas et on creuse pas ces questions, c'est pas facile de développer et argumenter. Cette question du bien et du mal, elle est quand même extrêmement présente. Moi, je dirais que c'est aussi cette question du juste et de l'injuste. C'est aussi la question de la justice sociale qui est très présente dans ces questions. C'est la question du rapport à l'autre. Et cette dimension morale, pour moi, elle est complètement associée aussi à une dimension éthique. Et je m'appuie plutôt aussi sur des auteurs qui ne font pas de différence entre l'éthique et la morale, où pour eux c'est complètement associé. Alors, avant de parler de ces auteurs, est-ce que justement vous pouvez bien nous définir ce qu'est la morale par rapport à l'éthique? Oui. Alors, la morale, on peut se dire que la morale, c'est effectivement cette dimension de bien et de mal, notamment sur des valeurs communes, partagées ensemble. Donc souvent, la morale est ramenée à une dimension de société et de vie collective, et dans une dimension individuelle de bien et de mal. Et de règles aussi, non? Et de règles aussi. Alors voilà, là je ne parle pas de la morale dans une dimension bouddhiste, c'est vraiment d'une manière un peu plus générale, et qu'aujourd'hui dans une éthique, une éthique moderne, c'est vraiment pas la question du bien et du mal, c'est la question du juste, c'est la question de quelle action, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir répondre à la question que je me pose, et pour pouvoir lever l'incertitude que j'ai, et pour pouvoir faire un acte qui, pour moi, m'amène dans ce que Ricoeur va appeler une vie bonne. Alors, vous avez prononcé le nom de Ricoeur. Il y a d'autres philosophes desquels vous vous inspirez, justement, pour enseigner l'éthique? Oui, alors moi, je m'inspire beaucoup sur des philosophes qui sont assez contemporains et qui ont aussi un parcours de vie qui, à un moment, a amené cette éthique, pas simplement dans une dimension de raisonnement, donc une dimension qui serait plutôt mentale, mais vraiment une dimension de... En tant qu'aussi être humain, je dois pouvoir vivre. Et notamment des auteurs comme Paul Ricoeur, comme Emmanuel Lévinas, sont des auteurs qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, se sont posé la question, après Auschwitz, est-ce que l'homme est bon ou mauvais? Est-ce qu'on peut vivre dans une société? Et quelle va être la pédagogie pour que ça ne se reproduise pas? Et donc, pour moi, ça ramène à la question du soin. Comment on prend soin les uns des autres pour ne pas reproduire ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont des auteurs qui viennent nous interroger dans toutes les dimensions de ce qui nous constitue, aussi bien le côté mental du raisonnement, mais dans ces dimensions éthiques, c'est aussi
travailler avec son corps, avec ses tripes, avec l'émotion, avec le ressenti. Et ça, c'est important aussi dans les discussions éthiques et dans l'enseignement aussi de l'éthique. Voilà, d'intégrer aussi les dimensions de colère, les dimensions de refus, les dimensions de ne pas accepter l'argument de l'autre, mais de pouvoir avoir un cadre pour discuter. Et je crois que les étudiants sont aussi en attente d'avoir des espaces de débat, des espaces où on redonne aussi une place pour le conflit, dans le bon sens du terme, et qu'on ne soit pas dans des environnements où souvent on est dans une société où on est beaucoup dans le consensus. Sauf que le consensus ne permet pas d'aller au bout de son argumentaire et après de prendre une décision commune. C'est-à-dire que même dans le cours finalement que vous prodiguez, vous acceptez la discussion, enfin vous entretenez la discussion. Tout à fait, parce que pour moi l'éthique dans ces espaces-là amène une bouffée d'oxygène. Pourquoi ? Parce que c'est l'art du questionnement. Et on a le droit d'avoir des questions sans avoir forcément des réponses. Aujourd'hui, quand j'interviens dans des organisations, c'est beaucoup des organisations où on est sur des modèles de projet, c'est-à-dire qu'on se pose une question, il faut une réponse, et puis il faut planifier les choses là. L'éthique, ça permet de prendre une temporalité différente, on a un peu plus de temps, et on creuse une question sans forcément tout de suite trouver une réponse. Et généralement, on ne cherche pas des réponses toutes faites, on a des recommandations, et puis ensuite à chacun de les appliquer en lien avec les valeurs. Emmanuel Olivier, quel est le lien entre l'éthique et la sagesse, d'un point de vue général et puis d'un point de vue bouddhiste, évidemment ? Alors, pour moi, l'art du questionnement va permettre effectivement d'activer la sagesse. Et donc la sagesse, ça va être une mise en pratique concrète de cette réflexion éthique et de ses valeurs associées. Donc ça veut dire que dans cette dimension bouddhiste, cet art du questionnement qu'a amené le Bouddha dès le départ, associé aussi à la méditation et à la sagesse, c'est vraiment un triptyque qui est extrêmement important. Donc pouvoir me questionner sur ma pratique et comment je l'incarne dans toutes les dimensions de ma vie, et aussi dans ma fragilité, ça me rend plus sage. C'est-à-dire que je me sens plus aligné entre des valeurs et ce que je suis, plus en contact avec l'environnement, et pour moi, ça me développe aussi une humilité, et que je pense que ça travaille aussi sur mon ego, puisque en tant qu'enseignant, parfois, on a aussi de l'ego, parce qu'on a aussi du pouvoir dans cette posture d'enseignant, surtout dans le monde universitaire. Et donc, ça me permet aussi d'être aussi remis en question, de m'interroger continuellement. Et le lâcher-prise aussi, qui est extrêmement important aussi dans le bouddhisme. Pour conclure, Emmanuel Olivier, que représente finalement l'éthique au sein des enseignements du Bouddha ? Pour moi, c'est un principe de base, puisque dans les premiers sutras, le Bouddha a bien dit que la dimension psychologique était extrêmement importante dans cette recherche pour atténuer et pour enlever la souffrance. Et l'art du questionnement, c'est comment j'utilise ce que je suis, donc mon corps, mes pensées, mes intentions, pour me questionner et pour faire un effet miroir et toujours améliorer ma pratique. Et c'est ça qui me ramène et qui me connecte aussi avec des auteurs qui sont dans cette dimension d'avoir une vie bonne et juste dans tous les actes de la vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine donc pour poursuivre cet entretien sur la pratique de l'éthique. D'ici là, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana chez Albin Michel. On découvre ici l'explication point par point de l'octuple sentier enseigné dès l'origine par le Bouddha comme une progression guidée sur le chemin de l'éveil. Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle par le Dalai Lama avec Sophia Strilrever, publié aux Arènes. Et puis Se changer, changer le monde, un collectif signé Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Mathieu Ricard, paru chez l'Iconoclaste. L'émission touche à sa fin, vous pouvez la revoir toute la semaine en replay sur le site de France Télévisions, francetv.fr. Merci de votre fidélité, très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite de l'émission.